Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire sur les problématiques de l'accessibilité face aux nouvelles mesures sanitaires. Donc, ce webinaire, vous l'aurez remarqué, fait partie de la semaine virtuelle du tourisme pour tous, solidaire et durable organisée par ISTO. Et donc, en introduction, j'avais envie de vous dire pourquoi nous avons souhaité que la problématique de l'accessibilité soit traitée au cours de cette semaine. Tout d'abord, je dirais que le tourisme accessible fait partie de l'ADN d'ISTO. Nous avons 5 grands axes dans l'ADN d'ISTO: qualité de vie, accessibilité, solidarité, commerce équitable et environnement. Donc, l'accessibilité est véritablement un des axes forts. Et d'ailleurs, ça ne date pas d'aujourd'hui qu'on retrouve cette question-là au sein d'ISTO. Déjà dans notre déclaration de Montréal pour une vision humaniste et sociale du tourisme, on rappelle que l'ambition d'un accès aux loisirs touristiques pour le plus grand nombre engage nécessairement à la lutte contre les inégalités et contre l'exclusion de tous ceux qui ont une culture différente, ont des moyens financiers limités, ont des capacités restreintes ou habitent un pays en développement. Donc voilà, première raison. Deuxième raison, c'est que ISTO est engagé sur ces questions depuis plusieurs années, que ce soit dans le cadre des forums européens ou congrès mondiaux que nous avons eus. C'est arrivé régulièrement que nous avions des ateliers, des plénières portant précisément sur cette question du tourisme accessible. Nous avons aussi mis sur pied un groupe de travail, animé d'ailleurs par Annette Masson, qui interviendra, afin de permettre aux gens de différents pays de confronter leurs idées et de voir un petit peu mieux quelles sont les tendances et les innovations. Nous avons aussi régulièrement participé à des conférences nationales, mais aussi internationales, organisées notamment par l'Organisation mondiale du tourisme sur ces questions. Et enfin, je rappellerai que nous avons été membres du comité directeur des 2 premiers sommets mondiaux sur le tourisme accessible, mieux connu sous le vocable de Destination pour tous, et dont nous avons avec nous un des coprésidents de la 2e édition qui s'était tenue en 2018 à Bruxelles. La troisième raison, c'est justement par rapport à la crise. Donc, à première vue, on pourrait penser que la question de l'accessibilité est secondaire au vu des énormes défis et priorités pour relancer le tourisme. Mais lorsqu'on regarde d'un peu plus près les choses, on s'aperçoit que cette question-là prend beaucoup d'importance et que suite à la mise en place de mesures sanitaires, on se rend bien compte que cela peut avoir des conséquences ou positives ou négatives sur la question de l'accessibilité. Donc, c'est une question qui doit être étudiée et qui doit faire partie des réponses à apporter, et non pas des problèmes, mais des réponses à apporter pour la reprise du tourisme. Et donc, c'est dans cet objectif-là qu'on a avec nous aujourd'hui 3 experts qui, dans leurs pays respectifs, ont fait, je dirais, leurs preuves, sont actifs depuis de très nombreuses années et sont reconnus non seulement à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle européenne et internationale. Donc voilà, pour en débattre avec nous, je vous présente donc nos 3 intervenants qui interviendront dans l'ordre de présentation. Donc tout d'abord, Ana Garcia, qui est présidente d'Accessible Portugal. Ensuite, nous aurons Annette Masson, qui, elle, est présidente de l'Association Tourisme et Handicap en France. Et finalement, Vincent Snook, qui est administrateur au collectif Accessibilité Wallonie-Bruxelles, mieux connu sous le nom du CAWAB, et qui a aussi été donc coprésident de la 2e édition du sommet sur le tourisme accessible, Destination pour tous. Alors, nous avons demandé à chaque intervenant donc d'intervenir sur une durée d'environ une 12aine de minutes. Ils vont intervenir successivement, de telle sorte qu'après ça, on passera tout le reste du temps du webinaire pour les questions, pour échanger. Donc, on veut vraiment se garder une période
assez important pour les échanges et les discussions. Alors voilà un petit peu ce qui est au programme. Et donc, j'inviterai dès maintenant Anna à commencer avec son intervention. Bienvenue, Anna. Bonjour, je vous remercie pour l'initiative. C'est quand même très important de parler de ce thème-là. Je dirais même qu'associé à une problématique, on a toujours une opportunité. Donc, je pense effectivement que c'est ce qui se passe en ce moment. Pour la reprise du tourisme, on aura bien plus de succès si on envisage tout le problème comme une opportunité. Je vous présente assez rapidement ce que c'est Accessible Portugal. On est une association qui a enfin plus de 15 ans. En ce moment, on est dédié à faire la promotion du tourisme accessible au Portugal. En fait, ce qu'on fait effectivement, c'est travailler la qualification des plusieurs recherches ou des ressources touristiques, si vous voulez, dans toute la chaîne des services touristiques. Donc, on fait pour les privés et pour les publics qui ont des buts différents, ont des engagements différents. On fait la qualification de ces ressources touristiques, de l'offre touristique du Portugal, créant des destinations intelligentes, des expériences touristiques pour tous, en effet. Et d'habitude, ce que l'on fait, c'est réfléchir et passer la parole aux personnes avec handicap, parce qu'on pense aussi qu'ils représentent d'une façon enfin très bien la diversité fonctionnelle de tout le monde. On passe aussi la nécessité de faire les choix en fonction des besoins d'accessibilité de chacun. En fait, si une personne voyage seule, elle a des besoins. Si elle voyage accompagnée avec des personnes enfin de son entour privé, elle aura peut-être d'autres besoins. Et c'est aux clients, c'est aux personnes qu'il faut laisser choisir et prendre la décision. Pour prendre ces décisions, il faut effectivement qu'il y ait de l'information et de l'information correcte, actualisée et fiable. Bon, tout ça, ça a été un petit peu notre travail et ça continue d'être notre travail tout au long de ces années avec le tourisme du Portugal, c'est donc l'autorité nationale pour le tourisme et en fait tous les maires et aussi les agents privés. En ce moment, bon, ça c'est un petit peu l'encadrement de notre travail pendant ces années et tous les jours on continue de le faire. En ce moment, au Portugal, nous avons une stratégie à 10 ans pour le tourisme, donc quelque chose umbrella, qui a pris en compte le tourisme accessible, l'inclusion de toutes les personnes, de tous les clients, avec la diversité fonctionnelle de tous les petits ou les grands groupes. Et en fait, c'est quelque chose qui commence à être en effet dans l'ADN des décisoires. Et c'est quelque chose qu'on prend comme une victoire. En ce qui concerne ce moment présent, le Covid-19, qu'est-ce que le Portugal a fait enfin, pour faire face à cette pandémie et aussi pour envisager la reprise du tourisme au Portugal. Donc, il y a toute une envie de communiquer un destin clean and safe. C'est pour ça que nous, le Portugal, a cette certification de clean and safe de laquelle je vous parlerai très rapidement.
Bon, tout l'ensemble de cette procédure de certification a été conçu conjointement entre la Direction générale de la santé, l'Institut de l'emploi et de la formation professionnelle et aussi de l'Autorité nationale du tourisme. Donc, ensemble, cette certification a été créée avec plusieurs rapports et de différentes vues du point de vue de la pandémie. Un petit résumé, les agents touristiques qui souhaitent cette certification sont engagés à enfin, la chose peut-être la plus importante de toutes, la formation obligatoire pour tous les employés de la ressource touristique. La formation, en ce qui me touche à moi, je pense qu'on est toujours ouvert à de nouveaux inputs pour faire grandir notre connaissance de plusieurs thèmes et le tourisme accessible est une question très sensible de ce point de vue. Mais pour cette certification, donc la formation est obligatoire pour tous les employés, tous. Il n'y a pas un petit staff, non, c'est tout le monde qui est obligé pour avoir cette certification. Après, l'information à tous les clients sur les procédures à suivre dans la zone touristique. Donc, les clients, ils sont invités à suivre les procédures d'une façon très, très directe et très objective. La ressource touristique garantit le respect des règles établies, donc pour ses clients, pour l'environnement et aussi pour entre les collaborateurs, les travailleurs de la ressource, ils sont obligés de se compléter les uns les autres pour accomplir toutes les règles de cette certification. Il y a un protocole de nettoyage et d'hygiène, d'assainissement qui est défini et à respecter. Et c'est important parce qu'en effet, même dans le tourisme accessible, ce que l'on disait des places publiques, des WC publics, il y avait une nécessité d'hygiène plus souvent que pour les sanitaires conventionnels, quoi. Quand nous avons des personnes avec des besoins d'accessibilité, c'est nécessaire implémenter ce nettoyage, cette hygiène, cet assainissement plus fréquemment. Et puis, en fait, il y a une inspection très active des 3 entités qui font partie de ce groupe qui a dessiné cette certification et qui est très active pour la fiscalisation de toutes et l'inspection de que tout en fait est accompli et se garantit. Donc, en effet, en ce qui concerne le Portugal, bon, on est engagé. Nous sommes contents parce que, en effet, nous voyons, les agents touristiques, même si on est une NGO, même si on est un hôtel, nous voyons qu'au-dessus, il y a un souci et il y a enfin des règles et des certifications qui sont disponibles. Et nous croyons qu'en effet, ce sera un bénéfice pour toutes les personnes et aussi pour le destin Portugal. Enfin, je suis à votre disposition. Merci. Charles, tu dois mettre ton micro, il est en muet. Merci Anna pour ces propos. Donc, ça fait une bonne introduction sur ce que vous faites au Portugal, en fait, ce que vous venez aussi de mettre en place là, durant la crise. Voilà, donc on enchaîne immédiatement avec Annette, donc Annette Masson, présidente de l'Association Tourisme Handicap en France. Voilà Annette, la parole est à toi. Merci beaucoup. Alors, merci et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, puisque
j'ai vu quelques noms apparaître de certains que je connais et avec qui nous collaborons. Merci évidemment à ISTO d'avoir organisé ce sujet. En cette journée du 2 juin, je ne voudrais pas qu'on l'oublie, c'est la journée mondiale du tourisme durable responsable. Donc, on est en plein dans la thématique du tourisme responsable aujourd'hui. Alors, en quelques mots concernant l'association Tourisme Handicap qui fêtera ses 20 ans l'année prochaine, c'est effectivement de sensibiliser, d'aider les professionnels du tourisme, tous secteurs confondus, à entrer dans la démarche de tourisme accessible et essentiellement, évidemment, par l'intermédiaire de nos membres avec qui nous travaillons beaucoup, qui sont à la fois des professionnels du tourisme de réseau, mais aussi des associations de personnes en situation de handicap. Donc, tout le travail que nous faisons est également porté par cet ensemble. Je poursuis ce que disait Anna, à savoir qu'on ne peut pas faire un certain nombre de choses sans évidemment consulter, travailler avec les personnes à besoins spécifiques. Alors, notre sujet essentiellement, pour avoir une information fiable sur le tourisme accessible, a été de mettre en place la marque d'État tourisme et handicap qui permet après évidemment un contrôle et des critères d'indiquer aujourd'hui à peu près 5000 établissements touristiques. Alors c'est tout confondu, hein, des hébergements, des restaurants, des loisirs, des visites qui donc participent à ce progrès et qui aujourd'hui, pour 50% d'entre eux, même peut-être 52%, puisque nous sommes en train de faire des statistiques, sont accessibles pour l'ensemble des familles de handicap, c'est-à-dire les 4 familles principales et non pas simplement une ou deux. La situation à ce jour, pour nous, elle est importante en France, autant aussi dans d'autres pays comme le Portugal, c'est la reprise du secteur touristique qui, pendant 3 mois, s'est trouvé dans une situation complexe et qui, à partir d'aujourd'hui, 2 juin, essaye de reprendre un certain nombre d'activités. Ce n'est pas évidemment sans le respect de règles sanitaires que je n'évoquerai pas dans le détail, parce qu'évidemment, je pense que tout pays met en place avec ses ministères, ses organismes concernés des règles sanitaires officielles, des procédures à mettre en place évidemment dans des hôtels, des restaurants ou autres activités touristiques. Et c'est d'ailleurs pourquoi un certain nombre d'activités touristiques vont reprendre au fur et à mesure, dont certaines ne reprendront qu'au mois de juillet. Parce que malheureusement, ou heureusement évidemment pour l'aspect sanitaire, les mesures à mettre en place ne sont pas forcément très simples, surtout dans des énormes établissements qui accueillaient des milliers de touristes et de visiteurs tous les jours. Donc ça, c'est des choses qui sont officielles, que chacun doit mettre en place, former son personnel évidemment, etc. Après, donc la vie au quotidien va reprendre dans cette activité avec, je voudrais dire, des aspects qui sont positifs et des aspects qui vont être à contrôler. Parce que des aspects positifs, et je pense que Vincent reviendra sur ce sujet, c'est les distances qui vont être demandées sur un certain nombre de choses à respecter. Mais ces distances vont aussi poser des problèmes économiques à certains, ça c'est une chose, mais également, si je prends juste cet exemple pour les terrasses parisiennes, quand on voit l'accord qui est en train d'être donné par la mairie de Paris, que ces terrasses se mettent sur l'ensemble du trottoir, il est évident que ça va poser des soucis pour évidemment la circulation à la fois piétonnière, des familles avec les poussettes et évidemment les personnes à besoins spécifiques. Donc, notre intérêt à nous, c'est d'être très vigilants sur ce sujet et d'interpeller évidemment les autorités municipales, puisque ça va dépendre des autorités municipales, ces histoires de terrasses, à être vigilants quand même pour que la circulation soit aisée pour chacun. Bon, même si évidemment on doit permettre une activité commerciale importante ou à reprendre pour certains. Donc notre objectif aujourd'hui à nous, il est double. Il est d'abord d'être vigilant
comme je l'ai expliqué, un certain nombre de points pour interpeller les autorités et faire en sorte que ne soient pas oubliées les personnes à besoins spécifiques dans leurs déplacements, dans leurs besoins évidemment, on va dire touristiques. J'ai un autre exemple pour les plages qui vont être rendues accessibles évidemment par des cheminements, mais pas forcément le prêt du matériel sur les plages, ce qui évidemment pour certains veut dire ne pas pouvoir aller se baigner, ce qui est évidemment dommage. Donc on va faire en sorte de continuer de sensibiliser, d'être pédagogue sur ce sujet. Moi, nous aimons bien le mot pédagogie important qu'il faut faire, même si c'est temporaire, c'est-à-dire pour quelques mois, le temps que soient revenus les éléments, on va dire, de base. Un autre élément qui est important pour que dans le panorama touristique français ne soit pas oublié le tourisme accessible, nous lançons à partir d'aujourd'hui sur nos réseaux sociaux de l'association et de la marque Tourisme et Handicap, nous lançons une campagne qui s'appelle « Soutenons le tourisme accessible » avec un certain nombre de prestataires que nous allons mettre en avant qui ne vont pas négliger cet aspect d'accessibilité malgré un certain nombre de contraintes qui leur sont, qu'ils devront mettre en place. Et en conséquence, nous avons évidemment ces prestataires tout horizon qui nous fournissent à la fois des textes, des photos, et nous allons évidemment les mettre en avant parce que nous savons que la pédagogie est très importante, que la communication est très importante, et également que quand on donne des exemples, ça permet à d'autres de s'associer à ces exemples en se disant oui, pourquoi pas moi, et comment on fait les autres ou l'autre pour mettre en place et les aider. Donc voilà, donc c'est à la fois des difficultés à rencontrer, la vigilance, la pédagogie et la communication que nous voulons mettre en place sur ce sujet pour que le sujet tourisme accessible ne soit pas mis de côté dans les mois à venir. Je vous remercie de votre attention. Merci Annette pour ton intervention. Donc on poursuit avec notre troisième intervenant, Vincent Snook, donc qui est administrateur au CAWAB, le collectif Wallonie Accessibilité Bruxelles, et comme je le disais aussi en introduction, qui était vice-président, coprésident du deuxième sommet mondial sur le tourisme accessible. Vincent. Oui, bonjour à tous. Merci Charles pour cette présentation et merci Annette et Anna pour vos propos préliminaires. Alors, peut-être un petit mot juste pour planter le contexte. Je sais que certains de nos auditeurs ou de nos téléspectateurs, je ne sais pas très bien comment on dit, me connaissent et savent que je ne vois pas. Donc, je suis totalement non-voyant et donc, il faut imaginer à quel point l'exercice que je suis en train de faire avec vous est virtuel, puisque lorsque j'ai l'occasion de prendre la parole dans une salle, j'entends la salle réagir. Ici, je suis, de par le confinement, seul dans mon bureau face à un écran que je ne vois pas et j'essaye de regarder la caméra. Donc, je vais faire le maximum pour avoir une attitude dynamique et ne pas vous ennuyer, j'espère, par mes propos. Donc, je vous adresse un coucou qui, lui, n'est pas virtuel. Et je vous invite vraiment à prendre part à la discussion en réagissant avec le chat et les questions. N'hésitez vraiment pas. Comme ça, je sais que vous êtes là et la synthèse vocale que j'ai dans mon casque me signalera les questions qui arrivent, etc. Voilà, ça c'était pour le petit point de contexte. Autre deuxième point de contexte. Charles l'a dit, j'ai eu la chance de coprésider le deuxième sommet mondial du tourisme accessible qui a eu lieu à Bruxelles, où beaucoup d'entre nous se sont rencontrés. Et j'adresse toutes mes amitiés à nos amis du Québec et de l'association Kéroul, dont Isabelle Ducharme, la présidente, était également coprésidente avec moi. Alors, dans les diverses activités que j'ai l'occasion de mener en Belgique, eh bien, il y a donc cette participation au collectif Accessibilité Wallonie-Bruxelles, qui est un collectif d'associations
qui défend le droit à l'accessibilité et qui en fait la promotion à travers toute la Belgique. Et je dirige également un bureau d'études spécialisé en accessibilité. Et alors, je vais commencer mon introduction par vous parler justement d'une autre activité que nous menons, qui est la certification de l'accessibilité grâce au label Accessi. J'ai entendu que Nadine du CGT était présente, donc elle connaît très bien la problématique. Et cette labellisation, beaucoup la connaissent, pardon. Et elle permet de donner un niveau d'accessibilité d'une infrastructure, qu'elle soit touristique ou non, selon toute une série de caractéristiques, et notamment des caractéristiques liées aux situations de handicap et liées aux possibilités individuelles de chacun. Et effectivement, pour cette année 2020, le commissariat général au tourisme et le ministère du Tourisme nous ont demandé, dans le cadre de cette certification, de réfléchir à ce que les aspects de la crise sanitaire que nous vivons soient intégrés dans le travail que Accessi va mener. Et donc, nous avons toute une réflexion à ce niveau-là qui est en cours, parce que nous sommes bien conscients que nous devons être des soutenants pour le secteur touristique, pour qu'ils sachent, comme l'ont dit Annette et Anna, qu'ils sachent comment faire pour agir avec les personnes à mobilité réduite. Alors, mon propos aujourd'hui, je voulais l'axer autour de 4 petites thématiques que je ne vais pas développer de façon très approfondie puisque le temps est compté. Mais, alors, attendez, j'essaye de retrouver mes notes, voilà. J'arrive. Voilà. Donc, en fait, ici, en Belgique, nous avons eu l'occasion de récolter une série de demandes des utilisateurs, donc des personnes en situation de handicap qui sont confrontées au déconfinement et au déconfinement du secteur, évidemment, de l'ORECA, du secteur touristique, mais de tous les secteurs. Et je me suis dit que c'est un parallèle intéressant, justement, avec la problématique du tourisme, puisque vous savez que lorsqu'on améliore l'accessibilité d'une ville à travers toutes ses infrastructures, et notamment les infrastructures touristiques, on l'améliore également et avant tout pour ses propres habitants. Et donc, en fait, on a 4 axes qui sont très importants dans le tourisme, mais qui sont très importants pour les personnes en situation de handicap. Le premier axe, ce sont les déplacements. Le deuxième, c'est l'utilisation des infrastructures. Le troisième, c'est la communication. Et alors, je terminerai par une toute petite conclusion qui sont les similitudes qu'on peut trouver entre les recommandations, les normes sanitaires et les normes d'accessibilité. Alors, au niveau des déplacements, on s'est rendu compte au début du confinement que les villes se sont fortement apaisées. Alors, évidemment, au-delà de toute la souffrance que ça a pu engendrer en termes économiques, beaucoup de personnes en situation de handicap se sont rendues compte à quel point il devenait aisé de se déplacer dans les villes. Ont disparu de la circulation pas mal d'engins de mobilité alternatifs comme les trottinettes, etc. Et donc, ici, la demande des personnes en situation de handicap, c'est de se dire, mais saisissons peut-être l'opportunité du déconfinement pour redémarrer ces activités en les organisant mieux qu'elles ne l'étaient auparavant. La problématique des trottinettes dans le chemin est internationale. On voit les distributions, les locations de vélos, on voit encore d'autres engins qui arrivent. Effectivement, il n'y a aucune personne en situation de handicap qui est contre ces façons nouvelles de découvrir les villes et éventuellement de faire du tourisme grâce à ce type de mobilité. Mais par contre, lorsqu'il y a une anarchie dans leur utilisation, ça devient très problématique. Ici, il y a eu un coup d'arrêt. Alors, est-ce que ce n'est pas le moment justement d'en profiter pour redémarrer avec une organisation bien meilleure de l'espace et peut-être un peu plus de rigueur dans le rangement ou le stationnement de ces différents engins? On a aussi donc pas mal
dans les déplacements, limité, remis des zones en tout cas en ce qu'on appelle en zone 20 dans les villes. Donc ce sont des zones apaisées, ce sont 20 pour 20 km/h, ce sont des zones dans lesquelles les voitures peuvent circuler, mais la priorité est donnée aux piétons. C'est évidemment très très bien, c'est une très bonne chose, mais on a entendu parfois des conseils, notamment de responsables dans des municipalités qui disaient le piéton doit reprendre toute sa place et doit circuler au milieu de la voirie, et donc le stationnement peut se faire sur les trottoirs. Il n'est pas dans ce cas-là nécessaire de garder les distances entre les façades et les voitures. Évidemment, c'est une erreur pour les personnes à mobilité réduite ou les personnes en situation de handicap. Il faut trouver un compromis, puisque, par exemple, pour des personnes non-voyantes, la façade est un repère, la bordure du trottoir est un autre repère. À partir du moment où on les envoie marcher au milieu de la voirie, même si elle est sans obstacle, ça devient évidemment très compliqué. Pour les personnes qui se déplacent en fauteuil roulant, quitter un trottoir, c'est évidemment mieux de rouler sur la voirie, il y a plus de place, mais il faut pouvoir descendre du trottoir. Et tout le monde sait que les abaissements de bordure ne sont pas légion et ne sont pas universels. Et donc, on peut retrouver comme ça des contradictions dans les recommandations pour l'apaisement des villes et les besoins même des personnes en situation de handicap. On a mis aussi en place des mesures dans ce cadre de confinement pour les transports en commun. Mesures utiles, personne ne les conteste. Dans le cadre du déconfinement, on reprend un peu plus les transports en commun. Mais par contre, il est nécessaire, je parle des transports en commun parce que dans le cadre du tourisme, comme vous savez, c'est un moyen qui est quand même très utilisé pour visiter les villes. Dans le cadre de situations de handicap, ça peut poser un problème. Imaginez une personne non-voyante qui monte dans un bus ou dans un train et qui est obligée de respecter de s'asseoir à certains endroits du compartiment ou certains endroits du bus. Évidemment, ça pose problème puisqu'il n'y a pas de signalisation adaptée. Voilà, tout ça sont des choses qui montrent que le déconfinement doit se faire en douceur et doit se faire pour que le secteur touristique, évidemment, notamment en tout cas, se remette en route, mais peut poser des problèmes d'accessibilité aux personnes en situation de handicap. Alors, au niveau de l'utilisation des infrastructures, le problème majeur que l'on rencontre pour les personnes en situation de handicap, c'est qu'il y a une modification des habitudes. Et quand il y a modification des habitudes, pour des personnes qui ont des difficultés d'accès à l'information, donc des personnes non-voyantes, des personnes malvoyantes ou des personnes qui ont une déficience auditive ou une déficience intellectuelle, ça devient compliqué. Donc, quel itinéraire choisir? Par où faut-il passer? Si un magasin organise ou un site touristique organise un sens de circulation à l'intérieur de son infrastructure, dans quel sens faut-il le prendre? S'il y avait deux portes, quelle est la porte ouverte? Voilà, tout ça sont des choses auxquelles les opérateurs touristiques doivent bien réfléchir lorsqu'ils vont les mettre les choses en place. Et s'ils ont le choix, choisir l'entrée la plus accessible et le sens de circulation le plus logique, puisque effectivement, il y a des personnes on risque de créer des discriminations supplémentaires en fait en voulant bien faire. Donc, ce sont des petits points d'attention auxquels les opérateurs touristiques peuvent prêter. Le problème de la distanciation sociale est un problème que tout le monde évidemment vit, c'est clair, mais qui est particulier notamment pour les personnes déficientes visuelles. Suis-je à la bonne distance? Suis-je au bon endroit? Suis-je dans la bonne file? Où se situe la bande au sol qui me dit que je ne peux pas la franchir en attendant que la personne qui est devant moi ait terminé son tour ou son opération ou bien la prise de son ticket, etc., etc. Donc tout ça sont des petits éléments qui, lorsqu'ils sont réfléchis, on se dit oui, effectivement, on va mettre en place, on va trouver des solutions pour que le tourisme redémarre, mais tout compte fait, il faut les réfléchir avec une notion accessibilité en tête pour qu'ils ne créent pas une discrimination supplémentaire. Alors, par rapport à l'utilisation aussi des infrastructures, on a relevé un problème majeur chez nous en Belgique, c'est que
de par la fermeture de toute une série d'infrastructures touristiques ou des commerces, etc., il y a eu évidemment beaucoup de fermetures de sanitaires accessibles. Or, pour les personnes en fauteuil roulant, c'est évidemment quelque chose de très, très problématique. Et donc, nous invitons les opérateurs touristiques à, lorsqu'ils réfléchissent, qu'ils mettent en place leur déconfinement, l'ouverture éventuellement de l'Horeca ou d'autres lieux de visite, s'ils doivent privilégier l'ouverture de sanitaires, à privilégier des sanitaires accessibles. C'est vraiment une problématique très, très importante. Et donc, il est vraiment, il faut y porter attention pour ne pas, comme je le disais tout à l'heure, augmenter la discrimination, mais profiter de cette opportunité de déconfinement pour intégrer en même temps que tout le monde les personnes en situation de handicap. Alors, les questions de communication maintenant. On a eu énormément de communication pendant cette crise et on va en recevoir dans tous les pays régulièrement pour nous donner les indications que faire, comment faire. Très bien. Mais beaucoup d'entre elles sont confuses pour la majorité des personnes, donc on peut l'imaginer qu'elles sont extrêmement complexes pour beaucoup de personnes en situation de handicap qui n'ont ou bien pas d'accès à la lecture ou bien pas d'accès à l'audition, etc. Et donc là, il est vraiment, vraiment important que nos partenaires, les opérateurs touristiques, eux, mettent en place des informations qui soient lisibles, qui soit clair, qui soit simple, en se disant plus c'est simple, plus ce sera compris et mieux ce sera compris, plus ce sera respecté. Évidemment, on n'a pas le temps de rentrer trop dans le détail de toutes ces mesures, mais évidemment, on reste à votre disposition pour répondre à des questions plus pointues si c'était nécessaire. Mais c'est vraiment un point intéressant. Donc, le 1, c'est les aspects de déplacement, comme je les ai évoqués. 2, c'est les aspects d'utilisation des infrastructures. 3, les aspects de communication. Qui sont pour nous trois aspects vraiment très importants. Et enfin, je vais conclure ici cette petite intervention en se disant que on a relevé quand même, et Annette l'a évoqué tout à l'heure, qu'il y avait des similitudes entre les normes sanitaires et les normes d'accessibilité. Je pense que ça n'a échappé à aucun d'entre vous lorsqu'on a annoncé que le mètre 50 était la distance parfaite pour éviter la contamination par le coronavirus. On s'est dit, tiens, en fait, lorsqu'on vérifie des plans, lorsqu'on travaille sur des projets d'aménagement, etc., on dessine toujours des aires d'1,50 m pour voir si ça passe. Et en fait, le rayon d'1,50 m, c'est celui nécessaire pour une personne en fauteuil roulant pour pouvoir faire demi-tour. Eh bien, voilà tout d'un coup que l'aire de rotation d'une personne en fauteuil roulant devient la référence pour l'aménagement des infrastructures, qu'elles soient touristiques ou pas. Alors ça, c'est quand même un clin d'œil qui nous est lancé d'on ne sait où, mais dont il faudrait peut-être que l'on puisse se servir pour se dire, tiens, en même temps que je mets en place ce qu'il faut pour préserver la santé de tous, je suis en train de créer des espaces qui vont être favorables aux personnes à mobilité réduite. Et ça, c'est un sacré clin d'œil que je souhaitais souligner. On pourrait aussi souligner l'intérêt de l'agrandissement des polices de caractère. Alors, vous allez voir où je veux en venir. Trop souvent, on ignore que les tailles nécessaires pour donner de l'information pour qu'elle soit lue à bonne distance. Et donc, vous vous retrouvez, que ce soit dans un musée, que ce soit devant un restaurant, etc., avec des panneaux à lire qui sont écrits très petits et donc les gens doivent s'approcher et parfois même s'agglutiner, ou bien on doit attendre que la personne soit partie pour qu'on puisse lire à son tour ce qui est là. Eh bien, c'est un problème sanitaire maintenant, mais c'est un problème depuis toujours pour les personnes malvoyantes et pour les personnes simplement qui ont la vue qui baisse. Eh bien voilà, agrandissons les caractères. On va répondre aux normes sanitaires, mais en plus, on va intégrer une partie de la population qui, avant les problèmes de coronavirus, était exclue de l'information. Voilà. Ces petits indices comme ça, ces petits traits de l'accessibilité, c'était ce que je souhaitais vous partager en vous faisant part également, donc, comme je le disais, du point de vue des personnes à mobilité réduite qui se disent, tout compte fait, on a envie de participer à la reprise de la vie sociale, mais pouvons-nous saisir l'opportunité de cet arrêt brutal qui a été là et de ce redémarrage en douceur
pour intégrer beaucoup mieux les personnes en situation de handicap. Je vous remercie. Merci Vincent pour tes propos. Donc, je pense que les trois interventions se complètent bien. D'abord, juste pour reprendre celle d'Anna, donc elle nous a notamment parlé de la certification Clean and Safe au Portugal et de toutes les étapes, notamment en matière d'intervention, que ce soit d'information, pardon, que ce soit à la fois pour le staff ou les clients. Donc, ça, c'est un aspect qui a été développé. Chez Annette, elle nous a rappelé à l'aide de quelques exemples, ben, oui, les aspects positifs ou négatifs, et aussi l'importance de la pédagogie, de la communication. Et c'est dans ce cadre-là que ATH lance aujourd'hui donc une campagne pour soutenir le tourisme accessible. Et enfin, Vincent, qui lui nous a fait part des besoins particuliers des personnes ayant des besoins spécifiques, ayant un type ou l'autre d'handicap, avec aussi les opportunités qui s'offrent en matière de déconfinement. Donc voilà, je pense que c'est quand même intéressant. Donc, alors voilà, les questions sont ouvertes pour les participants. Vous pouvez soit sur le chat, soit sur, oui, c'est ça, le volet questions-réponses, nous poser vos questions, poser vos questions aux intervenants. Alors voilà, ici une première réaction de Nadine du commissariat général au tourisme. Très bonne intervention, Vincent. Nous avons du pain sur la planche pour adapter les mesures sanitaires en Wallonie aux besoins des personnes en situation de handicap. Fixons une réunion au plus vite. Voilà, donc tu as déjà un premier suivi qui s'annonce. Il y a une question aussi qui a été posée, mais sur laquelle je reviendrai un petit peu plus tard. Là. Une question pour ISTO. Quel sera le futur agenda d'ISTO sur la question de l'accessibilité? Peut-on participer à des ateliers ou séminaires? Donc, je reviendrai un petit peu plus tard sur ce qu'on entend faire au niveau d'ISTO dans la suite. Mais donc, pour l'instant, nous invitons les participants à poser des questions, à demander des clarifications. Il ne faut pas se gêner. Sinon, d'ici à ce qu'on ait une première question, moi, j'avais envie de revenir sur un aspect qui avait été évoqué lors de notre réunion préparatoire par Anna, qui disait justement qu'il y avait aussi un risque d'effrayer les opérateurs touristiques si les demandes sont trop importantes. Donc, autrement dit, oui, il faut prendre ces aspects-là en compte, mais comme les opérateurs sont déjà débordés, il faut y aller doucement. Est-ce que tu pourrais revenir un petit peu sur cette question-là, Anna, pour donner aux participants un petit peu ta vision ou la ligne ou le bon équilibre à garder justement par rapport à cette question-là? Bon, merci. Ce que nous avons réfléchi sur ce sujet, c'est qu'en fait, il y a toute une quantité d'opérateurs touristiques, notamment en ce qui concerne les restaurants, les petits bars avec des terrasses. Enfin, ils sont en train d'essayer de ne pas fermer leur opération. Et en ce moment, tous les apports qu'on peut leur donner doivent être dans le sens de les aider. Donc, les suggestions, les besoins des personnes avec handicap doivent être toujours dans le sens de leur apporter une opportunité. Je vous donne un exemple, d'avoir pour les personnes malvoyantes en ce moment toucher les menus en braille
je ne sais pas si c'est assez sûr, si c'est quelque chose qui soit utile. Donc, pour les restaurants, commencer à imprimer en braille des tas de menus, peut-être c'est pas assez viable. Et à travers de la méthodologie des QR codes, probablement ce serait utile pour tout le monde et ça ne dépense pas d'argent. Donc, ce que l'on voulait profiter, c'est de mettre en place notre savoir, d'aider et surtout de ne pas lier le tourisme accessible avec un problème. Donc, en ce moment, les opérateurs, les agents touristiques ont beaucoup de problèmes et ce que l'on veut, c'est que le tourisme accessible soit une opportunité pour leur marché, pour leur business et non pas un problème additionnel. Ils en ont trop de problèmes pour venir en ce moment parler des personnes en fauteuil, des personnes sourdes. Enfin, on veut leur montrer qu'on est calme et on ne va pas perdre notre but et notre envie de ouvrir le tourisme à tout le monde. Mais c'est une opportunité. Jamais les effrayer, comme j'ai dit, en effet, en ce moment où tout est très, très stressé, si vous voulez. Ils n'ont pas d'argent pour payer leur salaire au fin du mois. Ils n'ont pas d'argent pour payer l'électricité, l'eau, en fait. Et donc, si on arrive en ce moment avec tous les besoins des personnes, avec des besoins spécifiques, cela peut compromettre notre approche, soi-disant. Il y a Annette qui lève la main. Oui, oui, Annette, tu veux compléter sur ça? Oui, Anna, non, je te laissais terminer, Anna. Donc, termine si tu as encore quelque chose à dire. Non, ça y est. Après, je prenne la parole. Oui, en fait, ce que nous essayons de faire, nous, avec nos membres, qui sont aussi des professionnels du tourisme en réseau, avec leur réseau, d'essayer de mettre en place un certain nombre de choses. Quand je prenais l'exemple de la plage, bon, avec AccessRec qui est spécialisé des plages, un document a été fait pour effectivement à la fois respecter les contraintes sanitaires de passage sur les plages bon, et de couloirs, etc. Mais en même temps, de voir pour leur faire des propositions avec pourquoi pas des bénévoles de la ville pour être là pour prêter le matériel nécessaire à la plage. Voilà, d'essayer de les aider à trouver des solutions sur des points qui sont rédhibitoires aujourd'hui de ce point de vue-là. Avec un autre membre, c'est la création d'une plateforme des chambres adaptées, bon, qui va s'appeler la France accessible, qui va sortir ces prochains jours, pour effectivement mettre en ligne les chambres accessibles des hébergements qui voudront bien participer à cette opération, de façon à ce qu'elles soient identifiées et qu'elles soient réservables, je dirais, par les personnes qui en ont réellement besoin. Un autre encore qui aujourd'hui est plus sur les déplacements et qui est aussi en train de faire une note en ce qui concerne les déplacements et surtout les déplacements transport, on va dire en commun, pour aider et faire en sorte que, bon, en fonction des mesures qui ont été édictées, comment faire en sorte que les personnes handicapées qui ont besoin de prendre les transports puissent les mettre. Donc, pour nous, c'est effectivement un souci bon, économique, ça c'est les éléments qu'on nous dit. Attendez, j'ai des salaires à payer, j'ai des charges et il faut que je revienne. Mais d'essayer de leur suggérer, de leur faire des suggestions sur différents points pour en faire en sorte qu'ils n'oublient pas cet aspect-là dans les mois à venir. Voilà. Qu'ils ne se disent pas on verra ça l'année prochaine quand tout ira mieux. Donc, ils continuent évidemment à faire en sorte que chacun ait le droit au loisir et aux vacances et pas exclusivement, on va dire, les valides. Voilà, si je résume ainsi. Donc, utiliser beaucoup les réseaux et je pense que c'est très important d'impliquer les réseaux professionnels sur ce sujet. OK. Est-ce que Vincent, tu voudrais rajouter quoi sur cette question-là? Je voudrais rajouter que
il n'a jamais, je pense, été dans nos discours, tant Anna, Annette et moi-même, autour de toutes ces questions d'accessibilité. Il n'a jamais été question de vouloir faire peur ou de vouloir travailler avec une forme d'imposition. On a toujours été convaincus, en fait, que l'accessibilité d'une infrastructure touristique devait être vue non pas sous forme de la contrainte, mais sous forme du bénéfice. Et donc, c'est peut-être le moment de rappeler aussi que bien au-delà de la surcharge ou de la préoccupation que peuvent amener les personnes, ou qu'on croit que les personnes en situation de la prise en compte des personnes dans situation de handicap pourrait amener, justement non. C'est ce qui est intéressant, c'est de réfléchir autrement et de renverser la réflexion en se disant, si je configure progressivement mon infrastructure touristique en la rouvrant, en procédant comme si mon objectif était d'accueillir les personnes les moins valides, en fait, je vais, un, respecter beaucoup de normes sanitaires et deux, me donner une chance que ma reprise économique soit encore meilleure. Parce que le public en situation de handicap est un public consommateur, est un public fidèle, souvent. C'est des études européennes l'ont prouvé. Ce sont des gens qui, lorsqu'ils sont satisfaits, reviennent. Et c'est un public qui ne se déplace jamais seul. C'est très, très rare. Et donc, c'est forcément plusieurs personnes. Lorsque vous pouvez accueillir une personne en situation de handicap, vous accueillez plusieurs personnes qui sont avec elle. Et donc, vraiment, l'idée n'est pas de faire peur. L'idée est de se dire, saisissons ce moment pour réfléchir autrement. Parce qu'en réfléchissant autrement, on va répondre aux normes sanitaires et en plus, on se donne une chance supplémentaire de s'en sortir. Très bien, merci. Alors, il y a une question aussi pour Anna, justement de Nadine, du Commissariat général au tourisme, qui demande comment avez-vous organisé les choses pour créer aussi rapidement votre label Clean and Safe? Anna. Bon, en effet, une destination comme le Portugal qui a eu tellement de prix les dernières années a surtout la préoccupation de ne pas laisser tomber cette image de destination vraiment excellente, quoi. Et il y a eu en effet tout un rassemblement d'entités qui ont rapidement pensé au tourisme. Donc, évidemment, les questions sanitaires, de la santé ont été très importantes, et le confinement, enfin tout ça. Mais en effet, le tourisme au Portugal est absolument nécessaire. Donc, le tourisme interne n'a pas la force du tourisme externe. Donc, les marchés des clients étrangers est très, très nécessaire pour notre développement économique et aussi pour notre sustainabilité. Donc, je pense qu'il y a eu cette idée. On va être confiné pendant quelque temps. On ne connaît pas ce délai, mais effectivement, il faut faire quelque chose pour montrer à l'extérieur, aux clients du nord d'Europe, enfin, de nos marchés traditionnels de clients, qu'on est en train de travailler l'excellence de la destination Portugal. Et je pense que ça a été, enfin, ça n'a rien à voir avec Accessible Portugal. On est à peine un élément qui travaille de très près avec le tourisme du Portugal. Comme Annette Masson a vérifié, on est réellement très proche du tourisme du Portugal en ce qui concerne tout ce qui traite du tourisme accessible, mais en effet, c'est une initiative de l'Autorité nationale de tourisme, non pas d'Accessible Portugal. Mais je pense que ça a été très, très lié. Donc, on a
les dernières années eu beaucoup de prix. Le Portugal est en effet, même au niveau mondial, une destination d'excellence avec tellement de prix. Et c'est très important pour qu'on ne tombe pas par terre avec une crise du point de vue économique et social, évidemment, parce qu'elles sont liées. Donc, je pense qu'il y a eu cette préoccupation. Rapidement réagir ensemble, ces trois entités, la Direction générale de la santé, l'emploi et la formation professionnelle et l'Autorité nationale du tourisme. OK. Merci. Bon, j'imagine juste dans la foulée de cette question aussi que au Portugal, évidemment, une des clientèles importantes est le tourisme des seniors, non? Des personnes âgées. C'est quand même aujourd'hui, on a vu qu'avec le coronavirus, la cliente, enfin, le groupe des personnes âgées était celui qui était le plus atteint par le virus. Ils ont payé un lourd tribut pour ça. Dans la perspective d'une reprise du tourisme et de son accessibilité, j'aurais aussi envie de vous demander comment voyez-vous un petit peu le comportement des seniors et comment les rassurer justement par rapport aux mesures sanitaires, mais aussi d'accessibilité. C'est quand même un aspect très important, je pense, pour le Portugal, mais aussi d'autres pays en Europe. Donc, je pose la question à qui veut bien répondre. Bon, je termine alors mon commentaire à ce sujet. Il y a aussi quelque chose qui est très important pour l'économie du pays, de notre pays. Ce sont les personnes qui, en situation de retraite, achètent une petite maison au Portugal, viennent vivre pendant l'hiver et vont en vacances dans leur pays, peut-être en été. Mais ils font leur retraite au Portugal, l'Algarve, l'Alentejo, donc le sud de l'Europe et le centre aussi. Nous avons de très bonnes conditions. Pour cela, on a un climat, on a beaucoup de soleil, le peuple est enfin sympa, soi-disant. Donc, le pays est calme, on n'a pas beaucoup Enfin, c'est un pays avenant pour les personnes plus âgées et en situation de retraite. Et en effet, c'est un segment très important. Ce n'est pas le tourisme conventionnel, mais c'est un tourisme qui nous intéresse. Donc, ce sont des personnes qui ont de l'argent, qui sont calmes, qui ne vont pas perturber et qui, en effet, si cette quantité de personnes envisagent leur futur au Portugal pour 15-20 ans, ça nous intéresse beaucoup. C'est un public qui nous intéresse et dans cette mesure, cette certification d'une destination clean and safe sont fondamentales parce que c'est un public vulnérable. Donc, du point de vue de la santé, du point de vue de la stabilité, des autres facteurs comme le soleil, la tranquillité, enfin. Donc, passer une image d'un service national de santé valide et opérationnel et aussi d'une safe and clean, je pense que ça a été aussi important. Ce n'est pas le touriste qui va en vacances et qui revient. Non, il vient vivre au Portugal pour des 8 mois, 6 mois pendant l'année. Donc, c'est très important aussi pour notre économie. Alors, sur cette question-là, Annette ou Vincent, auriez-vous quelque chose? Annette va saluer évidemment l'initiative du Portugal avec Clean and Safe et qui sera toujours important de suivre comment ça va se mettre en place pour tout un chacun, parce que moi je suis toujours persuadée qu'il y a toujours des bons exemples à droite ou à gauche, peu importe les pays, et à retenir. Il me semble aujourd'hui que même si certains de nos pays n'ont pas
ce type de label ou de certification, il va être de plus en plus important pour les prestataires, quels qu'ils soient, de communiquer sur leurs procédures sanitaires. C'est-à-dire, je vais commencer par l'aéroport. Nous, on a énormément, en principe, beaucoup d'arrivées par les trains, les aéroports, etc. Donc, il faut que les gens aient l'information en amont pour savoir ce qui est pris en compte, comment ça s'organise, puisqu'effectivement, il y a besoin de démystifier les choses et que ça soit, comme le disait Vincent, simple et clair. Bon. Et non pas des pages et des pages avec des arrêtés sanitaires dont personne ne comprend forcément le sens. Mais voilà, quelles sont les dispositions, quel que soit mon établissement, qu'il soit du transport, de l'hébergement ou autre, qu'est-ce que j'ai mis en place et comment ça fonctionne. Et je crois que c'est sur ce principe-là, quand on n'a pas de certification, parce que c'est peut-être plus complexe à mettre en place, en tout cas en France, c'est de trouver un moyen d'information fiable. Voilà mon avis sur ce point. Je cède la parole à Vincent s'il veut. Merci Annette. Donc moi, ce que j'avais envie d'ajouter, c'est que je suis ravi que le Portugal ait mis en place ce label parce que beaucoup des seniors dont Anna parle viennent de Belgique puisqu'ils vont chercher le soleil évidemment au Portugal. Et donc c'est vraiment très bien qu'ils puissent être rassurés. Et le mot rassuré, c'est peut-être celui qui doit nous guider par rapport à ce public que j'assimile, non pas pour les questions liées au handicap, mais que j'assimile pour les mêmes raisons psychologiques aux personnes en situation de handicap, qui de façon générale ont besoin, avant d'organiser un déplacement, d'être rassurées sur ce qu'elles vont trouver, tant en termes d'accessibilité qu'en termes d'accueil, etc. Et bien pour le public des seniors, je pense que c'est vraiment là-dessus que va se gagner, on va dire, la bataille, si on peut la qualifier ainsi, la bataille de la réouverture et de la reprise des déplacements. C'est sur le fait que ces personnes vont être rassurées et obtenir la garantie qu'en se rendant à tel ou tel endroit, elles ne sont pas mises en danger parce qu'elles savent qu'elles sont un public vulnérable et elles savent aussi qu'elles sont un public indispensable dans les familles. Et donc, on a vu la difficulté pendant cette crise qu'a constitué l'interdiction qui a été donnée de ne pas pouvoir, d'interdire aux grands-parents de garder des petits-enfants et des choses comme ça. Ça a créé des drames dans de nombreuses familles. Et donc, c'est un public qui est très averti et qui va se méfier. Et donc, rassurer cette population va être très important. Et pour rassurer, comme l'a dit Annette et rappelé, il faut être simple, clair et pédagogique. Et l'opérateur touristique qui va réussir ça, c'est quelqu'un qui lui-même se donne une chance de plus de sortir de la crise. OK, merci. Alors, il y avait une question ici. Donc voilà, ça réfère à un aspect qui a été mentionné par Annette. Donc, ça vient d'Océane Kreutz. Bonjour, dans le cadre d'un office de tourisme mettant à disposition du matériel prêt gratuit de fauteuils roulants, prêt de documents braille, de dictaphones, est-ce que des mesures sanitaires sont à mettre en place comme une mise en quarantaine du matériel entre chaque prêt? Avons-nous des recommandations particulières à suivre? Merci beaucoup à tous les intervenants. Voilà. Donc, voilà la question. Alors, en ce qui concerne évidemment le type de fauteuil, de prêt ou de chaise pliante, enfin, il y a des outils de ce type. Tous les outils qui sont nettoyables peuvent être prêtés, mais évidemment, l'office de tourisme ou le musée qui les prêtera aura une obligation, j'oserais dire, de les désinfecter à chaque retour et donc de faire en sorte qu'ils soient nettoyés sur ce point. Après, il y a d'autres objets. Aujourd'hui, honnêtement, et là je céderai la parole à Vincent, quand effectivement on a des documents en braille, là on ne va pas pouvoir les nettoyer. Donc j'ai peur que dans un premier temps, en tout cas, ils soient mis en quarantaine, à moins qu'on trouve des moyens de pouvoir les nettoyer. Donc tout ce qui est à partir de matériaux
nettoyables, plastique, enfin, acier ou autre chose, ça, évidemment, il y a une contrainte de nettoyage. Mais il peut y avoir des difficultés, par exemple, pour les documents en braille, ça c'est clair. Je ne sais pas si Vincent a une idée sur ce point. Alors, je ne suis pas du tout un spécialiste de la question sanitaire, mais je dirais que la logique voudrait que, effectivement, toute aide à l'accessibilité qui est nettoyable et qui est utilisable de façon individuelle peut être mise en place à condition qu'elle soit nettoyée après chaque utilisation. Par contre, j'imagine pour le moment assez mal comment garantir les normes sanitaires dans le cadre d'un musée qui propose des étiquetages en braille au fur et à mesure de la visite. Ça voudrait dire qu'il faut repasser derrière chaque personne à chaque fois. Ça, ce sont des choses qui me semblent difficiles. Donc, il vaut mieux privilégier du matériel à usage unique ou du matériel qui peut être réutilisé, mais qui est individualisé pendant son utilisation, si je me fais bien comprendre, si je me fais comprendre. Donc, un audio guide sans aucun problème puisqu'il peut être nettoyé par après, mais mettre en place, garder en tout cas la simple, l'exemple des cartes pour les restaurants, par exemple, en braille, c'est quelque chose qui passe de main en main et pour lequel un nettoyage va être compliqué parce que les points risquent de s'abîmer. Je ne sais pas après combien de nettoyage il va s'user. Ou bien, comme on le voit sur, je vais prendre par exemple une ville à Bruges où on a une maquette du beffroi sur la place avec du braille tout autour. Bon, ben voilà, j'ai du mal à imaginer sur ce braille qui est du bronze, je pense, qui est fait en bronze avec cette maquette. J'ai du mal à imaginer comment on garantit les normes sanitaires sur ce genre d'infrastructure. Donc, il vaut peut-être mieux pour le moment que ces infrastructures ne puissent pas être touchées. Par contre, privilégier quelque chose de plus individuel qui est facilement nettoyable après utilisation, ça oui, bien sûr. Oui. Je vais juste donner un exemple sur les meublés de tourisme et je passe la parole à Anna. Les meublés de tourisme, c'est-à-dire les gîtes, les chambres d'hôtes en France, les réseaux leur ont demandé de retirer tout ce qui est livres, tout ce qui est jeux qui ne se nettoient pas. C'est-à-dire qu'avant, quand on louait un meublé, on trouvait des livres qui étaient mis à disposition, des documents touristiques, enfin des petits dépliants, ce genre de choses, voire des jeux aussi pour les enfants. Et donc là, les consignes, c'est de retirer tout ce qui ne peut pas être nettoyé entre deux loueurs, entre deux locations. Voilà, c'est pour juste donner cet exemple. Et Anna, je te cède la parole. Merci. Je vous donne aussi un exemple d'un musée qui est le centre d'interprétation de la bataille de Vimeiro, qui était des guerres péninsulaires. Et ils ont mis en place très récemment des feuilles de salles. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se dit en français, mais enfin, dans les plusieurs salles, des feuilles en braille. Et avec des reliefs des principales images. Ce qu'ils sont en train de faire, ils nous ont posé cette question immédiatement et ce que le tourisme du Portugal leur a conseillé et nous avons donné notre avis, c'est les personnes, quand elles rentrent dans la salle, elles sont obligatoirement invitées à se désinfecter les mains. Donc, pendant qu'elles utilisent les feuilles de salle en braille, elles vont avoir les mains désinfectées quand elles touchent les feuilles. Voilà. Parce qu'en ce moment, tout est... et aussi, ce que l'on est en train de passer, tout le monde au Portugal, c'est il y a 3 petites grandes règles. Il faut se désinfecter les mains, souvent. Il faut prendre la distance d'1,5 mètre et il faut prendre le masque. Donc, il ne faut pas trop inventer parce que sinon, on va tous devenir fous. Mais en ce moment, ce centre, ce musée a fait un effort
pour avoir des feuilles en braille. Et puis, en ce moment, on leur dit non, gardez tout ça. Écoutez, c'est difficile. Et alors, on a pris on leur a conseillé. Le tourisme du Portugal a aussi donné le même conseil. Il faut surveiller la désinfectation, désinfecter les mains. Donc, et responsabiliser les personnes de cette procédure. Ça, c'est très, très important. Ça donnera des fruits. Donc, si chacun devient responsable, comprend pourquoi il faut se désinfecter les mains pour soi-même et pour les autres, si ça devient dans le ADN du musée et de ce qui se transmet aux clients et aux visiteurs, je pense que c'est le chemin. Effectivement, c'est pas tout garder, c'est revenir à zéro, parce que après, je vais revenir au début. Ça va effrayer les personnes. Oh non, du braille, non, c'est trop compliqué. Ah, les non-voyants, ils sont trop compliqués. Ah, les personnes avec handicap, tout est très compliqué. Ce sont des extraterrestres. Vous comprenez? En effet, ce sont des personnes qui ont exactement besoin de ces 3 règles. Désinfecter les mains, surtout, parce que c'est les mains qui vont transmettre le virus. C'est garder la distance et puis utiliser les masques. Et je pense qu'il faut être simple et très foqué. Mais enfin, je ne suis pas là. Je ne sais pas tout et nous ne savons pas tout. Mais si on ne veut pas retourner en arrêt, je pense qu'il faut avoir ces règles simples. Et ils viennent de mettre en place les feuilles de salle en braille. Maintenant, on va leur dire non, non, gardez tout ça. On ne va pas dire à une personne non-voyante et qui utilise le braille, s'il ne veut pas l'utiliser, bon, c'est à lui de décider. Oui. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Enfin, il y en a 2 pour moi, mais que je garde pour la fin parce que ça s'inscrit plus, je pense, pour la clôture ou en guise de conclusion. Moi, j'avais juste une petite remarque, on va dire, qui est arrivée par Facebook, et c'est pour Vincent. Donc, c'est Roberto Vitali qui n'a pas pu assister aux 2 premières interventions, malheureusement, mais qui a eu donc l'intervention de Vincent qui me dit très intéressant le dernier discours. Malheureusement, je n'ai pas pu suivre les autres. L'accessibilité comme paramètre de respect de la distance personnelle, excellente idée. Donc voilà, je voulais juste aussi préciser qu'il y a beaucoup de gens, notamment sur Facebook, qui me disent ah, je suis arrivée un petit peu tard, est-ce que ce sera enregistré? Oui, le webinaire est enregistré dans son intégralité et on va le publier sur le site web d'Isto dans les prochains jours. Donc ne vous inquiétez pas, pour ceux qui n'ont pas pu voir toutes les interventions, qui sont arrivés un petit peu en retard, il n'y a pas de souci, vous aurez droit au webinaire en entier. Merci Marine pour l'information. Et oui, Roberto, donc de Village for All en Italie, organisme aussi bien connu sur ces questions. Donc, moi, j'avais envie de vous demander, à l'échelle européenne, donc on sait que ça a toujours été compliqué d'essayer de parler de label ou de certificat, mais croyez-vous qu'ici, il y aurait un travail intéressant et utile à faire pour faire en sorte qu'il y ait un certain nombre de règles minimales ou de recommandations à apporter aux autorités sur la question de l'accessibilité dans une période post-COVID. Verriez-vous l'utilité? Alors là, on a eu l'exemple du Portugal. Dans tel ou tel pays, d'autres choses vont se mettre en place. On sait que lorsque les gens voyagent, bon, même si pour l'instant, ça va être plus au niveau domestique dans les prochains mois, et, on sait très bien qu'il y en a qui voyagent dans plusieurs pays, qui font des itinéraires. Est-ce que vous pensez que ce serait utile? Si oui, dans quel sens aller? Ou vous croyez que ce serait s'embarquer à nouveau dans quelque chose de très fastidieux et qui, en bout de ligne, n'apporterait pas de résultats concrets? J'aimerais vous entendre sur ça. Est-ce qu'il s'agit
d'un comparatif un peu clean and safe, c'est-à-dire quelles sont les dispositions sanitaires mises en place dans chaque pays, ou en lien avec les personnes à besoins spécifiques? Je n'ai pas très bien compris l'objectif. Oui, non, ben c'est simplement une idée. Ça pourrait être effectivement un comparatif ou à partir de ce qui existe dans différents pays, essayer d'établir des lignes directrices, on va dire, qui pourraient être proposées aux voyageurs qui viennent en Europe. Bah, moi, j'oserais dire que en faisant ce comparatif, il peut y avoir des bonnes idées qui peuvent servir à d'autres, ça Mhm. c'est clair. Bon, après, c'est un énorme travail puisque comme on a voulu déjà essayer de le faire en termes d'accessibilité pure et simple, d'ailleurs avec un grand souhait que André Leclerc voulait avoir de Kéroul, qu'on uniformise les normes d'accessibilité, sur ce point, ne serait-ce qu'au niveau de l'Europe, c'est d'une complexité incroyable. Donc, parce qu'on n'a même pas tous ensemble la même notion de définition du handicap ou même de respect de l'ensemble des besoins spécifiques par type de famille. Donc, c'est une idée, mais il ne faut pas non plus, si elle se fait, elle dure pendant des mois et des mois pour finalement tomber à côté de la plaque, si je peux me permettre l'expression, et qu'elle soit plus du tout utile parce que 1 an, 2 ans après, donc il faudrait aussi avoir des éléments clairs et simples pour les comparer et avoir des idées de suggestions que certains pays mettent peut-être en place et qui peuvent nous aider. Voilà, c'est mon avis. Merci, Annette. Anna? Bon, moi, j'ai une opinion, enfin, particulière, parce que je pense qu'on ne doit pas créer des ghettos. Donc, on doit, oui, introduire dans ces normes, dans ces procédures du clean and safe et enfin dans d'autres pays, inclure les besoins des personnes avec des besoins spécifiques. On ne doit pas tomber dans l'erreur de maintenant créer un clean and safe pour des personnes avec handicap. C'est mon idée, quoi. On doit, oui, c'est notre but, nous qui travaillons dans ces segments, soi-disant, des personnes plus vulnérables, soit les personnes âgées, soit les personnes avec handicap, on doit apporter à ces mesures, attention, n'oubliez pas cela, n'oubliez pas cela. Quand nous utilisons des masques, maintenant c'est très simple et même nous, Accessible Portugal, on est en train d'utiliser la simple utilisation des masques pour que les autres comprennent la difficulté d'une personne qui entend mal de comprendre le message qu'on est en train de se transmettre. Alors, on a une possibilité ici d'apporter les besoins des personnes qui n'entendent pas bien, qui ne voient pas bien, qui ne marchent pas bien, enfin, qui ne comprennent pas des informations très complexes, et on est naturellement en train de transmettre les besoins des personnes qui ont une mobilité réduite, qui sont malvoyants, qui n'entendent pas bien, qui ne comprennent pas bien. Et alors, si on apporte cette quantité de situations, on est en train de faire un bon service. Si on tombe dans ce qui est plus facile pour nous, d'aller créer un clean and safe pour les personnes avec handicap, on va le sous-diviser dans les 4 familles, et ben, ça va être la confusion totale. C'est mon avis, mais je ne suis pas sûre d'être dans le bon chemin. En tout cas, on a quelque chose, on n'en a pas parlé en ce moment, mais le 8 juin, nous aurons la dernière réunion de la ISO qui va créer, qui est dans le groupe du working group de la qualité des services touristiques et qui est dédié au tourisme accessible. Donc, je pense qu'au début de septembre,
nous aurons une ISO, c'est un standard international qui couvre toutes les aires, ça me manque le mot, toutes l'hébergement, la culture, les transports, des activités. C'est ça. Donc, cette ISO aura, comme Annette aime dire aussi, un côté pédagogique, parce qu'elle a été pendant 3 ans travaillée, pensée, discutée à plus de 90 pays, 90 pays. Et donc, on a ici une transversalité avec d'autres ISO des infrastructures, des environnements publics, enfin, et ça aborde la communication, les infrastructures, le service, aussi la opportunité d'employer des personnes avec handicap dans le secteur du tourisme. Donc, je pense que on ne doit pas faire des ghettos, on doit inclure les personnes avec handicap dans le monde. Et cela, enfin, c'est comme ça. Il ne faut pas créer encore un label, parce que ça va faire de la confusion dans le marché, quoi. OK, merci. Vincent, sur cette question-là, voulais-tu apporter de quoi? Simplement dire que l'arrivée de cette norme ISO est une très bonne chose parce que c'est un socle commun minimum sur lequel chacun peut s'appuyer pour ne pas aller en dessous. Et ça, c'est vraiment une très bonne chose. Et que je partage vraiment l'avis de Anna qui est de dire que les mesures de sécurité, les mesures sanitaires ne sont pas spécifiques aux personnes en situation de handicap. Elles sont spécifiques aux êtres humains, tout simplement. Et donc, on ne doit pas avoir une réflexion à part par rapport à ces mesures-là. Simplement, on doit tenir compte que la mise en place de ces mesures doit respecter des normes d'accessibilité, mais qui sont valables pour tout le monde. Et à ce moment-là, on a une véritable inclusion. Donc ça, je pense que c'est une très bonne chose. Très bien, ben, merci. Et puis, il nous reste encore 4 minutes avant de terminer. Je vous disais qu'il y avait 2 questions qui m'étaient adressées. Une première, à savoir, est-ce que l'accessibilité peut mener une conduite durable dans l'acte même d'un déterminisme social au sein d'ISTO? On ne suis pas certain de comprendre à 100% la question, mais écoutez, l'accessibilité, je l'ai dit au départ, fait partie de l'ADN d'ISTO. Et dans notre ADN, il est certain que la prise en compte de ces dimensions-là va dans le sens d'un tourisme durable. Donc, on ne peut, la durabilité, ce n'est pas seulement la protection, on l'a souvent dit, de l'environnement, des ressources naturelles, culturelles, mais c'est aussi l'accès, l'égalité d'accès aux loisirs et au tourisme. Ça fait partie intégrante de notre vision d'un tourisme durable. Et l'autre question, donc, de Carl Boulanger, qui demandait quel sera le futur agenda d'ISTO sur la question de l'accessibilité. Peut-on participer à des ateliers ou séminaires? Et je disais en introduction qu'on avait déjà, enfin, on a déjà créé un groupe d'experts sur l'accessibilité qui avait ralenti un petit peu son travail, mais qu'on veut remettre sur pied. Et ce groupe d'experts, donc, va être lancé là, dans les prochaines semaines. L'idée vraiment est de voir de permettre, je dirais d'abord, aux gens comme vous de divers pays de pouvoir échanger, mais aussi de pouvoir mettre en action des réflexions, des études, des analyses sur différentes thématiques afin justement d'apporter des éléments de réponse aux uns et aux autres dans vos pays respectifs, ainsi qu'auprès des autorités locales, régionales ou nationales. Donc voilà,
c'est le message que je veux envoyer en fin de séminaire pour dire qu'on veut renforcer au sein d'ISTO notre action et ça va passer par la constitution de groupes, l'élargissement d'un groupe de travail pour aborder de façon avec plus de régularité certaines questions sur l'accessibilité parce qu'on se rend compte pardon, de plus en plus qu'il y a une demande importante, ça avait été dit d'ailleurs dans le dernier sommet international, il y a une demande de plus en plus importante des pouvoirs publics qui ont bien compris que pour être compétitif, il faut être accessible et que cette accessibilité-là concerne bien sûr les personnes ayant des besoins spécifiques, ayant un handicap, mais un public beaucoup plus large. On a parlé des seniors tout à l'heure. Donc voilà, il y a une demande qui est là et au sein d'ISTO, on veut justement pouvoir être ce lieu qui peut catalyser une réflexion à l'échelle européenne et internationale. Donc, c'est un petit peu le message que je voulais laisser terminant. Alors, il y avait peut-être une dernière question. Qu'est-ce qui va être mis en place? En quoi les acteurs de terrain peuvent compter sur la documentation sociologique, sa mise en application pour les membres? Bon, écoutez, en termes de documentation, d'information, il y a d'autres réseaux, ENAT, des réseaux nationaux aussi, qui ont beaucoup d'informations. Je voudrais aussi mentionner qu'il y a en préparation normalement pour 2021 le 3e sommet mondial qui devrait se dérouler à Miami, donc dans la continuité des deux premiers sommets qui ont eu lieu et auxquels nous et plusieurs de nos organisations souhaitent aussi prendre une part active. Donc voilà, je pense que lorsqu'on regarde un petit peu les différents éléments avec ce sommet, on a parlé d'ISO et d'ISTO qui veut davantage se positionner là-dessus. Je crois que donc il y a des perspectives pour ceux qui souhaitent justement favoriser cette coopération européenne et internationale qui, à la lumière de ce qui a été dit, nous semble encore plus importante. Donc voilà, peut-être un dernier petit mot de la fin pour chacun. Donc un petit message rapidement, Annette, Anna et Vincent, pour terminer, en 2 mots, quel message aimeriez-vous laisser aux participants pour le futur sur cette question-là? À moi de prendre la parole. Donc, très rapidement. Le tourisme et la vie ne vont pas terminer. Donc, c'est une façon nouvelle de vivre, de voyager, de connaître d'autres cultures. Donc, on a fait ce passage d'une envie d'avoir des biens physiques pour un passage de voyage, d'avoir envie de connaître. Donc, le tourisme a été démocratisé. Donc, ça ne va pas aller en retard. On ne va pas regresser au passé. Donc, le tourisme va continuer à grandir et pour cela, il faut introduire des normes qui seront pour toujours. En ce qui concerne cette pandémie, elle est une opportunité. Et donc, on va toujours avoir nécessité d'être chaque fois plus safe and clean. Il faut désinfecter, il faut maintenir propre, il faut continuer de garantir aux autres, à notre proche, que les espaces, tous les biens que l'on touche, qu'on vit, sont rassurants et qui sont propres. C'est le futur. Merci. Annette? J'oserais dire que de toute difficulté, il y a toujours des choses positives à retenir, donc qui ont été évoquées parfois par les uns ou les autres. Et donc, en conséquence, le tourisme, évidemment,
restera un moteur important en termes de loisirs et de vacances pour tout un chacun, avec peut-être des procédures adaptées, et qu'en tout cas, il nous convient à tous de ne rien lâcher, si on puisse s'exprimer ainsi, pour qu'on ne fasse pas des pas en arrière, qu'on continue de faire des petits pas en avant, mais en tout cas que les choses évoluent positivement pour un tourisme accessible pour tous. Merci, Vincent. Alors moi, je vais terminer par une pensée qui m'est venue de nombreuses études qu'on a entendues pendant ce confinement, où on a eu beaucoup de sondages qui montraient que cette interruption brutale d'activité faisait réfléchir beaucoup de personnes sur leur positionnement professionnel, sur leur positionnement familial et sur le sens de la vie. Et donc, derrière ça, je me dis que redémarrer une activité économique en y donnant encore plus de sens parce qu'on va à la rencontre de l'autre et de l'autre qui est différent, c'est peut-être un axe nouveau qui nous fera dire d'ici quelques années que ce qui s'est passé n'était pas une catastrophe, mais une opportunité exceptionnelle de rencontrer des gens merveilleux. Merci, vraiment, ça ne peut pas mieux terminer sur ces mots. Vraiment, un grand merci donc Annette, Anna et Vincent pour vos interventions, votre participation. Je veux aussi remercier bien sûr les participants, remercier Marine aussi qui a fait en sorte que tout, vous l'avez vu, tout se déroule très bien et qui va nous dire quelque chose. Oui. Je voulais juste dire aux participants, donc on a encore un webinaire à 15h, donc dans 3h, 15h heure belge. Le webinaire sera sur la pertinence des objectifs de développement durable, justement dans cette période post-crise. Je pense que ça va être très intéressant. Ce sera plus en mode atelier que webinaire. Ce sera un petit peu plus long, mais ce sera vraiment très interactif. On vous demandera vraiment de travailler, de réfléchir. On vous posera des questions, vous devrez répondre. Donc, ce sera vraiment super intéressant. Le webinaire sera en anglais, mais évidemment, on sait très bien que ce n'est pas la langue maternelle de tout le monde. Donc, il y aura des slides pour vous aider. La personne parlera aussi lentement pour que ce soit le plus compréhensible possible pour tout le monde. Et je voulais dire aussi que ce webinaire sur les objectifs de développement durable, en fait, c'est le premier d'une longue série qu'Isto va proposer à ses membres pour vraiment accompagner les membres vers voilà, ces objectifs d'ici à 2030 et on l'espère même avant ça. Voilà, je voulais juste finir là-dessus et j'espère qu'on vous verra nombreux dans 3 heures pour ce webinaire-là. Et merci beaucoup à Annette, à Anna, à Vincent, à Charles pour ce webinaire. Je pense que voilà, ça a eu son succès, même s'il est un peu tôt pour certaines personnes. Avec le décalage horaire, c'est pas toujours facile. C'est pour ça qu'on a les enregistrements. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir à tous. Merci. Bye bye.